Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Field Process Show. Aujourd'hui, on a Lucas et Clément en invité, on va vous les présenter. Les sujets du jour, donc on va parler de l'Aerox bien sûr, on va parler aussi un peu de Puma qui est de plus en plus présent dans le CrossFit. Donc c'est parti, jingle. Donc c'est parti, donc on a des invités avec nous aujourd'hui qu'on a jamais vus, il y en a peut-être qui les connaissent, d'autres sûrement pas. On va vous faire une petite fast presentation. L'objectif c'est de répondre à des questions de façon rapide, ok. Si vous êtes un petit peu américain, vous devez le comprendre. Faut savoir Lucas ouais, que je suis un peu américain. Ah ouais, je sais. J'ai des origines. Donc je reprends mon petit quiz et puis après, qui veut se lancer? Comme tu veux, je peux démarrer si tu veux. Ouais, Tu démarres? on aura Lucas. C'est bon, j'ai. Ah. Du coup, on a dit qui attaque? Moi, je crois. Lucas, Ok. T'es prêt? quand tu veux. Ok, top chrono. Donc, nom, prénom et âge. Lucas Roberto, 29 ans. Début dans le CrossFit. Alors, début dans le CrossFit, c'était il y a 1 an et demi. C'était il n'y a pas longtemps. Ok. Ton Ici, mouvement à- préféré en CrossFit? Run, c'est un mouvement de CrossFit. Le mouvement détesté? Mouvement détesté. DU. Ok. Le sport pratiqué avant le CrossFit. Le sport principal, c'est l'athlétisme. Ok. Time. 24-17. Ça va vite, hein? On est sur des bonnes moyennes et tout. Ça va? T'as anticipé tes Bon réponses? chrono, Ouais, ça va. 250. Allez, on y va avec Clem. Du coup, nom, prénom, âge. Clément Hubert, 35 ans. Tes débuts dans le CrossFit, en quelle année? 2017, je pense. Ton mouvement préféré en CrossFit? Deadlift, Ton mouvement détesté? snatch, Ok. Ton sport pratiqué avant le CrossFit? running. Ok, time. 16-80. Ouais, On a une team runner, j'ai l'impression qu'on a bien choisi nos invités. C'est vrai que ça run fort apparemment. J'avais les Ok, questions, ouais. nickel les gars. Juste, vous faites quoi dans la vie pour ajouter, toi Clem, qu'est-ce que tu fais du coup? Du C'est coup, là pour représenter Puma, mais ouais. dis-moi un peu plus. Le titre officiel, c'est brand manager, c'est-à-dire responsable de marque en français. Je gère le running et le training fitness, donc tout ce que ça englobe, tous les sports que ça englobe. Et je gère en fait l'image de marque de Puma en France sur ces sports-là. Ok. Et toi du coup, Lucas? Et moi, je suis coach sportif personnel, essentiellement ouais, sur du privé, coaching privé. Ouais. Nice. Ok. Ça coach en Aerox un peu ou pas? Ça coach en Aerox, ça commence. Ouais, j'ai beaucoup d'adhérents qui en ont Ouais. fait, de tout âge d'ailleurs. Ouais. J'essaye de les motiver un petit peu, ça fait des défis, Ça des tombe défis bien. perso. Ouais. On va en parler. Donc juste pour resituer, donc bien sûr on a le sujet Puma, le sujet Aerox, c'est un petit peu lié, on va l'expliquer. Clément va nous parler un petit peu plus de Puma pour commencer, après on ira un petit peu plus avec Lucas sur le côté Aerox. Et bien sûr il y aura toujours notre Flowfit international que j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Je me Juste, cache. regardez bien, on va faire un petit zoom sur sa tête, il y a quelque chose qui a changé, je vous laisse deviner. Il a rajeuni. C'est devenu plus jeune. Moi j'ai l'impression qu'il a Benjamin perdu du Button. poids. Moi j'ai l'impression qu'il a perdu du poids du coup. Ah, c'est pas impossible, j'ai Ça pas lui a fait maigri, je le me suis visage et affûté aussi. Ah, C'est ça, c'est les Je deux. suis Tu affûté dois en ce plaire à moment. Kako comme ça. Elle m'a pas reconnu encore. Ah ouais? Ça fait 3 jours là qu'elle se demande qui c'est. Et moi, on m'a dit, j'ai cru entendre que Livio ne voulait plus venir dans tes bras, du coup. Non, la vérité c'est qu'il m'a pas reconnu pendant 10 minutes, on va dire. Mais J'ai eu vraiment. peur, j'ai eu peur. C'est qui ce J'ai eu monsieur? peur. Ok, bon, ça roule. Et après cette petite aparté, on va attaquer avec Puma. Donc, on voit de plus en plus les Puma Fuse dans le CrossFit. Moi, j'aimerais juste que tu nous expliques un petit peu, Clem, du coup, la stratégie de Puma dans le CrossFit. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter? On sait que Nike, Reebok sont très... c'est Nike, Reebok et Nobull sont très implantés. Mais juste que tu nous expliques un peu les projets, comment ça se Ouais. passe dans cette partie-là. Ouais, pas de souci. Du coup, d'abord, je dois poser le contexte. En fait, Puma, on cherchait un positionnement sur ce qu'on appelle chez nous le sport training fitness de manière générale. Et en fait, pour rentrer sur ce sport, on a fait comme on le fait sur tous les autres sports, on fait l'entrée par la performance. Et en fait, la performance sur du training fitness, ça peut être plein de choses. Ça peut être Aerox, mais nous, notamment, ce qui nous intéressait, c'était le CrossFit. Et pourquoi on a choisi le CrossFit? Parce que, c'est un sport. Donc du coup, en fait, c'est mesurable en termes de résultats, parce que si on parle de performance, le bodybuilding, c'est un peu plus, disons, difficile à mesurer, ou je sais pas moi, les J'ai vu des vidéos de bodybuilders, ils sont pas très habillés. Ouais, du coup, ça fait vendre moins de produits. Puma, ça... Voilà, ou les Instagrammeuses en fitness, bon, c'est pas vraiment de la performance, quoi. Et on avait aussi l'avantage de déjà avoir en fait une offre de chaussures de CrossFit, notamment de chaussures. Après, le textile, il s'adapte assez facilement. Donc on a choisi en fait de rentrer dans le training fitness par le CrossFit. La fuite, Ou le elle a été cross-training. inventée quand?
Enfin, en quelle année ça a La commencé à Fuse, développer la première Fuse, elle est sortie en 2020. Ok. La toute première, la version 1. Et la version 2, elle est sortie en 2022, à peu près. Ouais, 2022. Ok. Et c'est là, en fait, en 2022, on a décidé d'accélérer. L'accélération est venue par la signature de la première athlète cross-training chez nous. Cross-training chez nous, donc du coup, Claudia Gluck. Alors bon, je pense que les auditeurs ou les auditrices connaissent. Donc on a commencé par là et je crois que alors Claudia, son contrat, donc en janvier, ça va faire 2 ans qu'elle est chez nous. Donc c'est là vraiment qu'on a commencé à accélérer et à augmenter en fait la visibilité de cette manière-là. On a commencé à en distribuer en fait des chaussures un peu partout à des bons crossfitters. Ici à Genasse, on en voit plein. On avait discuté un petit peu en off sur les athlètes internationaux, il s'était dit, sans parler de la France, mais un Ouais. peu des autres pays, Ouais. quel athlète avait commencé un petit peu à véhiculer ça? Ouais, donc du coup, en fait, Ok. les British, enfin les Irlandais, ils ont Emma McQuaid et Sam Stewart. Ils sont tous les deux fittest in Ireland. Ils ont également Joshua Alshama, qui maintenant vit aux États-Unis et qui a notamment fait premier en team avec la Team Invictus aux Games en 2023. Donc ça, c'est pour les British. Et mes collègues d'Amérique du Nord, là, ils ont Sam Quant, qui a un meilleur résultat, je crois que c'est deuxième aux Games en 2020, je crois que c'est son meilleur résultat. Bon, il est toujours un habitué du top 10 des Games, même s'il n'est pas très visible, il est toujours un peu dans son coin, il fait pas de vagues, mais par contre il performe. On a aussi Chandler Smith, où lui il fait beaucoup de vagues. Mais il performe aussi quand même. Il performe aussi quand même, j'enlève rien à la performance de Chandler. Et on a aussi maintenant depuis peu la femme de Chandler, donc Jessie Smith. On va avoir Mr. et Mrs. Smith. Ok, pas mal. Voilà, En vrai, on s'arrête là. normalement, auront la référence. Ok, bah cool. Et du coup, après, donc on a parlé un petit peu du développement dans le CrossFit. Quels sont les objectifs un petit peu pour du plus long terme sur la marque? Bah, en fait, le constat de base, c'était... D'ailleurs, quand tu refais en fait une nouvelle stratégie en tant qu'équipementier, ce que tu fais, c'est que tu commences par interroger les consommatrices et les consommateurs. On vendait déjà pas mal de produits, mais en fait, on savait pas... on était bloqué, on n'arrivait pas à passer au next step, et donc du coup, on se demandait, OK, comment on fait? Et donc, en fait, le constat qu'on a fait en interrogeant justement les consos ou les gens qui pratiquent, c'est Puma, vous faites du training. Donc, du coup, en fait, même si on faisait beaucoup de ventes déjà de produits, les gens ne savaient pas forcément qu'on était une marque de training. Et donc, du coup, en fait, il faut changer cette mentalité-là et changer cette image-là. On a décidé de faire l'entrée par la performance parce que généralement, c'est ce qui en fait, t'inspire les gens par le haut. Tu commences en fait en visant l'élite, ceux qui performent, et après, ça descend. On appelle ça une stratégie d'ombrelle. Et du coup, l'objectif, in fine, c'est de changer ça. Et maintenant, ça a changé. Quand j'ai commencé chez Puma il y a 3 ans, c'était pas du tout le cas. Du coup, les gens, ils savaient pas que Puma fait des trucs de training ou de fitness ou même de cross-training. Non, ils savaient pas. Mais maintenant, je pense que c'est de plus en plus implanté. La preuve, c'est que je me fais contacter tous les jours parce que j'ai vu que Puma fait ça, vous voulez pas m'envoyer des produits. Je vise les semis cette année, vous voulez pas me sponsoriser, etc. Et donc, en fait, ça, c'est des signaux faibles qui montrent que ça fonctionne. Et après, ça se voit aussi dans les ventes, en fait. Les ventes de Fuse ont explosé sur les 2 dernières années. Après, ça aide parce qu'on a des athlètes et on a plein de gens qui représentent ces chaussures. Mais du coup, ça, c'est un peu... ça te permet, en fait, de mesurer les résultats. Donc là, on est plutôt sur les KPIs. Et après, l'objectif, c'est d'être installé en tant que marque, en fait, légitime sur ce sport-là. D'accord. Est-ce que dans la stratégie, est-ce que là tu parlais de plus viser des athlètes de haut niveau, dire pour la performance. Après, est-ce que vous avez idée aussi d'aller sur des compétitions? Ouais. Donc là, en fait, sur les compétitions, ce que moi je vois sur mon job, que ce soit en training ou en running, c'est que souvent, en fait, le lien entre le sponsor principal d'une compète et une compète n'est pas toujours évident. Ça fait pas toujours de diff. Pour preuve, je vous demande, c'était qui le sponsor des derniers JO? Je vous laisse réfléchir, mais en fait, voilà. Et pourtant, les JO, c'est hyper médiatisé. Voilà. Donc, du coup, en fait, si là, on n'arrive pas à faire le lien, est-ce que... après, le CrossFit, cross-training, c'est une petite communauté, donc il y a peut-être potentiellement plus d'affinité, de liens. Donc, ce qu'on va faire pour... ça, c'est aussi un préavis que j'ai. Et je voudrais me faire, en fait, une conviction. Et donc là, on a l'occasion de sponsoriser une compète qui s'appelle les Toulouse Throwdown, qui auront lieu fin janvier pour la première fois à Toulouse. Fin janvier en 2024. Donc là, on va faire un test. Et si ça se trouve, je me trompe.
Et donc, du coup, après, je change d'avis et puis on change de strat. Ou bien ça prouve que mon idée de base était la bonne. Ok, Toulouse, c'est quoi? C'est une compète de niveau. Donc, pas de qualif. Ok, C'est des teams, hommes, femmes, donc team de 4. Il prévoit 800 athlètes ok, et beaucoup de catégories différentes, de Elite, RX, Scale, même intermédiaire encore. ok. Au-dessus. Ah, donc la stratégie, c'est pas forcément d'aller dans des compètes hyper connues. Non, mais après, en fait, là, pour avoir un peu l'histoire derrière, c'est on a dans nos clients une boîte en fait qui est un groupement d'intersports autour de Toulouse. Ils ont à peu près 12 intersports et ils nous achètent déjà toute notre collection de cross-training. Ils vendent et ils sont aussi en fait en partenariat avec des salles. Donc du coup, ils essayent de faire le lien entre le magasin Intersport et vendre. Voilà. Donc du coup là, c'est intéressant parce que c'est notre client qui est venu nous chercher en disant voilà, nous on a des salles aussi dans notre groupement, on organise une compète. Ça vous dit pas de sponsoriser et puis du coup nous en échange on achète plus. Donc après il y a aussi moins de risques en fait à tester sur cette compète pour nous parce qu'on sait que ça fait derrière augmenter le vente. Ok. Juste si on peut avant peut-être de basculer parce que je pense que c'est en train un peu de là on parle un peu de partenariat avec des compétitions. Je pense qu'on va pouvoir basculer après sur l'Aerox. Mais moi ce que je voulais savoir c'est quelles sont les nouveautés. Qu'est-ce que tu peux teaser du coup pour les gens qui vont regarder, qui veulent peut-être je sais pas acheter une paire de Fuse ou savoir un peu ce qui va. Tu sais, les crossfitters, on aime bien consommer. On aime bien avoir la dernière paire de chaussures, les machins. On parle pas de Flowfit, c'est l'exception. Ok. Mais l'idée, c'est de savoir un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de neuf. Du coup, là d'intéressant qui vient, c'est qu'on va avoir une nouvelle version de la Fuse 3 qui sortira, qui devrait être dispo à peu près sur le mois de janvier. J'ai pas encore la date exacte, mais ça devrait être entre début janvier, idéalement avant les Wodapalooza ou sinon un peu plus fin janvier. Dispo en prio sur puma.com. Donc c'est une nouvelle version de la Fuse. Ce qu'on a changé, on a changé beaucoup de choses en fait et je vais pas tout lister et je vais plutôt en fait citer Claudia qui disait que la Fuse 2 je la trouve déjà très bien, je sais pas ce que vous pouvez améliorer et quand elle met la 3 elle dit ok ouais c'est bon j'ai compris. Et il y a une vraie amélioration, c'est un vrai nouveau modèle. Après chez Puma on a plus la tendance à pas forcément sortir tous les ans un nouveau modèle parce qu'il faut sortir, mais c'est quand il y a un vrai changement, un vrai gap et c'était pareil entre la 1 et la 2 c'est des mondes différents et maintenant entre 2 et la 3 également. Ah bah cool. Pour, dans l'Aerox en tout cas, pour rebondir sur les chaussures aussi, pour avoir testé plusieurs modèles, un Nitro, un 2, c'est vrai qu'il y a une grosse diff. Ouais, en fait on change à chaque fois beaucoup, sinon ça vaut pas le coup en fait de sortir un nouveau modèle. Si c'est juste pour changer de couleur, on change de couleur et on n'appelle pas ça un nouveau modèle. Tout à fait. T'as déjà testé les Fuse toi sur le Fuse au CrossFit? Non, jamais. Que les Nitro sur Aerox, beaucoup de chaussures de running, depuis l'Aerox surtout. Mais qui me conviennent bien d'ailleurs. Sur l'Aerox, du coup, c'est quoi la particularité sur CrossFit, on va dire, on sait qu'il y a l'haltéro, donc il faut que ça soit quand même stable, il faut que ça soit quand même souple s'il y a des sauts, des choses comme ça. Là, clairement, il y a une grosse tendance quand même avec ce côté plaque carbone et ainsi de suite qui résonne dans le monde du running. Clairement, ou mousse carbone pour Puma, je crois que c'est aussi une mousse un peu spéciale et ainsi de suite pour avoir regardé le modèle un peu de près. Et c'est vrai que ça fait vraiment mode dans le running, mais ça a été prouvé aussi qu'il y avait vraiment une amélioration de la performance pour certains profils, parce que là c'est en train aussi avec les études de regarder quels profils vont plus vite avec et ainsi de suite. Mais voilà, ça reste des chaussures de running et comme l'Aerox, c'est une grosse partie de running. Si la chaussure est adaptée à la course, le gain sera vraiment sur la course. Les workouts sont un petit peu moins, on va dire que la stabilité est importante aussi sur l'Aerox, mais beaucoup moins qu'en CrossFit. Pas d'haltéro, des mouvements plus fonctionnels, plus linéaires. Peut-être juste les fentes et les wall balls. Pour avoir démarré avec des chaussures avec grosses semelles justement qui étaient à l'époque chez Nike, dès que je suis passé chez Puma, qui ont à mon avis peut-être amélioré aussi ça sur le running par rapport un petit peu aux courses hybrides, j'ai senti une stabilité qui avait rien à voir sur les fentes. On a jamais l'impression d'être sur des coussins au début sur les Nike et après sur Puma là on a l'impression d'être ancré au sol et en plus d'avoir ce côté renvoi en course. Mais c'est pas pour autant que tu peux les mettre sur de l'haltéro. C'est un peu contre-productif. Et à ça j'ajouterais qu'en fait on a un revêtement spécifique sur la semelle des chaussures qui agrippe pas mal. Et donc en fait les chaussures qu'on a de run notamment te permettent en fait de pas glisser sur le sled. Exactement. Parce que ça grippe bien sur le turf. Surtout qu'en fait le revêtement il a été fait pour vraiment accrocher sur le sol mouillé parce qu'en fait quand tu cours dehors tu as beaucoup de chances quand même qu'il pleuve.
ou bien tu as les rues qui ont été nettoyées le matin, etc., et tu n'as pas envie de te poser la question est-ce que je vais glisser, pas glisser. Et tu remarqueras qu'en fait, plus la journée avance, plus les gens qui sont passés sur le turf avec leur transpi, le turf commence à être un peu mouillé. Et donc, du coup, là, tu as vraiment besoin d'accroche. Et tu vois que des gens qui bordent des maps concurrentes, ils glissent les pauvres quand ils essayent de faire bouger le sled. Le sled, quand c'est des pieds qui reculent, pas le sled qui avance, là, ça vite être long. J'ai l'impression, les gars, qu'on va basculer un peu sur l'Aerox. Donc, on a déjà pas mal en parler. Donc, voilà, pour la page Puma, on passe sur la page un petit peu Aerox. Donc, on a vu que Puma était en gros partenaire principal de Aerox. En gros, ça consiste en quoi quand, tu vois, nous, on peut le voir dans le CrossFit avec les CrossFit Games où il y a un gros sponsor. Quel est le rôle, en fait, de Puma sur ça? Ouais, en fait, le rôle, il est un peu multiple. Premièrement, en fait, c'est de fournir des produits qui sont co-brandés Aerox et Puma, comme ce que porte Lucas. Donc, du coup, c'est des produits qui sont faits par Puma et qui sont revendus en fait par Aerox. Aerox nous les achète, on les produit, Aerox nous les achète et puis eux, ils les revendent. Donc, eux, ça leur permet de faire un peu de com derrière. Donc, il y a ça. Et aussi, nous, en fait, on se doit d'être un partenaire de visibilité. C'est quelque chose qu'on sait bien faire chez Puma. On sait bien communiquer, on sait bien en fait amplifier les choses. Et c'est ce que Aerox recherche aussi, parce que mine de rien, oui, on en parle, nous, parce qu'on est en fait dans le milieu un peu du fitness d'un point de vue général. Donc là, on en parle, mais ça n'a pas encore touché le grand public. Le jour où mes parents sauront ce que c'est, là, ça sera le grand public. Mais en fait, pour y arriver, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de faire de la promotion, quoi. Et c'est là aussi où nous, en tant que marque, avec la puissance de frappe qu'on peut avoir, on intervient. Et du coup, ça permet de donner encore plus de valeur à Aerox. C'est ça, voilà. Parce que forcément, quand tu as une marque comme Puma qui est sponsor principal... Et du coup, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, l'objectif, c'est qu'on soit la marque Aerox, comme il peut y avoir des parallèles avec CrossFit et Nobull. On la voit en Europe, mais elle prend aussi quand il y a des événements aux États-Unis. Ça... Ouais, donc là, aux États-Unis, je crois pas qu'on soit déjà sponsorisé Puma. Là, pour l'instant, c'est partenariat par pays. Donc, mes collègues en Allemagne, ils ont signé le partenariat pour les pays germanophones. Mes collègues du Royaume-Uni, ils ont signé pour le Royaume-Uni et puis l'Irlande. Et c'est pareil, en fait, avec mes collègues, on a l'Europe du Sud, Espagne, Italie. Donc là, il y a déjà un partenariat. Là, ils arrivent en France. J'avais le contact du mec. Je lui ai dit, écoute, quand tu viens en France, tu dis. Et puis, j'ai signé le partenariat pour la France. Aerox France, Puma France. Et à partir de l'année prochaine, à partir de la nouvelle saison Aerox, puisqu'elle commence en juin. Là, c'est un partenariat global Puma pendant 3 ans, où du coup, Puma est le sponsor officiel d'Aerox dans le monde entier. Donc, en gros, pour les Français, c'est à partir de maintenant 4 ans Aerox. Non-stop. Ok. On va parler un peu plus de l'Aerox. Allez. Vas-y, du coup, tiens, moi j'ai pris des petites notes. On va voir si t'es bon, vu que tu pratiques. Faut pas que tu te trompes. Parce que j'en ai fait un peu quand t'as été le premier, quelle année s'est passé le premier Aerox? Le premier. Quand je dis, t'as pas dit le palmarès de. Bon, on va en parler. Ah, tu vas en parler là? Bah oui, on va en parler. Pour le film. Attends, on va en parler. Donc là, attends, excuse-moi, je te coupe, mais on va d'abord parler, parce qu'il y en a plein et on parle d'Aerox, mais comme. il y en a je suis d'accord. Donc on va en parler. Ok. Donc juste déjà, est-ce que tu sais en quelle année a été le premier Aerox? Je crois que ça a été inventé en 2017 ou 2017, c'est correct. 2017. Et c'était où la première édition? En Allemagne. Ok. Est-ce que tu peux me donner le nom du gars qui a inventé ça? Là, attention, le nom de famille est compliqué. Je crois que tu vas me poser une colle là. Je saurais pas te dire. Je te donne les initiales, c'est CT. Je sais même pas si je vais arriver à en plus, le pire, c'est que je l'ai vu pas mal parce que j'ai vu pas mal de reportages dessus et je l'ai vu parler, mais je n'arrivais pas à retrouver son nom. Donc c'est Christian. Ah ouais, tu vois. Ouais, mais tu sais le nom de famille ou pas? Non. Bah tiens, Flofit, il va le dire. Je crois qu'il a un nom spécial. Mais oui, l'orthophoniste hier en plus. Totske. Bah, je pense que c'est pas mal, on essaiera de chercher si c'est bien ça. C'est sûr que c'est ça. Ok, nickel. Du coup, donc, juste avant de parler un peu du palmarès et que tu nous expliques du coup depuis quand t'en fais, comment ça se passe, tout ça, les records qu'il peut y avoir dans ce sport, toi, les perfs que tu as, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le principe, si on doit le dire simplement pour l'expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout? Ouais, de manière un peu rapide. En fait, c'est tout simplement une fitness race, comme on pourrait appeler ça en fait dans le jargon global. C'est une partie course et une partie workout. Workout, c'est des épreuves fonctionnelles. Il y a 8 fois 1000 mètres. Donc 8 fois 1 km entrecoupé d'un workout qui peut être une épreuve de force, comme pousser un chariot, tirer un chariot,
plus ou moins lourds en fonction des catégories. Par exemple, il va y avoir, je vais pas toutes les donner, mais l'idée c'est qu'il va y avoir des épreuves sur ergo, des épreuves fonctionnelles. C'est monotâche à chaque fois. Ouais. Monotâche, voilà, et toujours dans le même ordre. On commence par un 1000, on fait une épreuve, on repart sur le 1000, on fait une épreuve. Et ainsi de suite jusqu'au fameux 100 wall. Le parallèle avec le CrossFit, c'est que en fait, c'est vraiment fixe. Le Aerox, c'est une discipline comme on peut avoir en athlé, tout ça. Il n'y a pas de variante comme au CrossFit où tu vas dans d'une compète à une autre. C'est ça. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment un format comme on sait quand on va faire un 10 km plat, mis à part le petit dénivelé ou le parcours qui change, on saura qu'on fait 10 km. Quand on fait un marathon, on sait qu'on va faire 42 et pas. Au final, on va mettre des squats jump au milieu. Comme tous les sports, il y a que le comme CrossFit. Tous les sports, c'est le CrossFit qui est. Ouais, voilà. CrossFit où c'est la merde. Ouais. Bah, ouais. Non, il y a un parallèle aussi un peu Spartan Race où là, il y a des obstacles, mais les obstacles vont changer. Ouais. Là, c'est vraiment des workouts prédéfinis à l'avance avec tout le monde à les mêmes workouts tout le temps, chaque compète. Ok. Voilà, tu peux nous donner un petit peu les records du moment, que ce soit en individuel chez les hommes, chez les femmes, si bien sûr tu les connais, et en binôme. Les records, alors peut-être pas à la seconde près, mais dans la minute, on a le fameux Hunter McIntyre qui est record du monde en solo pro. Athlète cubain, je le place. Athlète cubain, tout à fait. Non, voilà, le pro qui est la catégorie entre guillemets un peu élite, parce que les charges sont les plus lourdes de l'Aerox. Et ça se termine de 54 minutes pour Hunter McIntyre. Qui est le seul à être dans cette minute d'ailleurs, parce que Ryan King était en 55. Et lui, il a fait les Games au CrossFit en 2019. Et il a le record du monde. Exactement, il a été invité. Ouais, je sais pas si en office, si c'est officieux ou officiel, mais il a le record du monde du Murph aussi. Il l'avait. Il a peut-être perdu. Je crois qu'il est en train de se préparer pour le rebattre, mais je vais pas m'avancer. Donc en binôme, le record du monde est en 48 et quelques. Il a failli être battu il y a quelques semaines. En binôme homme-homme. C'est en binôme homme-homme, on n'avait pas encore jusqu'à maintenant les catégories pro. Donc c'était ce qu'on appelle les double men, donc 48 et quelques. Chez le double mix, donc hommes et femmes, parce que c'est une autre catégorie, c'est un record à peu près en 51 qui a été battu, je crois, 51 et quelques la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et double femme, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un moins de, je crois qu'il y a un 55 ou un moins de 55 qui a été fait. Là, je suis pas sûr à 100%. Et après, le record du monde men, je crois qu'il est en moins de 55. Femme, du coup. Le record solo men. Ouais, 54. Ouais, 54 et quelques. Et le record femme en open, je saurais 57, pas. Non 57 et quelques, je crois, le record femme. Ça doit être Lauren Wicks, je crois qu'il l'a. Beaucoup plus rapide. Et toi, du coup, donc, Juni est pas là. Juni est pas là, mon fidèle teammate. Ton teammate qui est avec toi. Vous, vos records, je sais pas si tu l'as déjà fait en solo, comment ça se passe? Ouais, j'ai déjà fait. En fait, moi, j'ai commencé l'Aerox en binôme à Karlsruhe, où on a fait notre première épreuve avec Juni, en binôme. C'était en 2020. 2020, je crois que c'était la 3e saison Aerox, il me semble. Et en fait, on découvrait la discipline. On venait tous deux de disciplines un peu différentes. Et en gros, on fait 2e overall là-bas, derrière un Néo-Zélandais et un Allemand qui court encore, qui compétit. Surpris ou vous y attendiez, non? On savait qu'on avait un niveau de fitness et de run global qui était quand même pas mal. Après, moi, j'étais moins dans le monde du fitness pur, j'avais jamais fait de CrossFit encore et tout, donc c'est vrai que je savais que j'avais un bon niveau de run, mais que je savais pas du tout où me placer, mais je savais que on allait pouvoir prétendre à faire une perf correcte. Et c'est vrai que 2e à monter sur le podium, il y avait pas énormément de densité contrairement aux courses d'aujourd'hui, mais c'était quand même assez satisfaisant. Et du coup, quand on a commencé ça en binôme, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à s'entraîner un petit peu plus dans cette discipline. Votre record? Notre record 54 qu'on a fait à Barcelone l'année dernière. Et tu m'avais dit c'était en team, c'était 51? Le record du monde 48 et quelques. 48. Ouais, 48 et quelques. Donc il y a quelques petites minutes à il y a elles sont dures celles-là. C'est des minutes très dures. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en binôme, il n'y a pas énormément de binômes, c'est quasi que des élites 15. On en reparlera sûrement de la catégorie vraiment ultime qui est l'élite 15, qui c'est les 15 meilleurs mondiaux dans la catégorie Aerox en pro. C'est souvent des élites 15 qui font moins de 50 minutes. C'est rare
que les athlètes arrivent à descendre en dessous des 50 minutes. Déjà, les athlètes, on va dire, pas lambda, mais voilà, que ce ne soit pas 2 élites 15 qui font ces perfs-là. Et là, genre pour participer au championnat du monde, c'est quel temps qu'il fallait faire à peu près? Alors les temps sur Hyrox, c'est toujours un peu compliqué parce que forcément, en fonction de la halle, en fonction voilà, des tapis, du sled, de la fast lane. La fast lane, c'est le côté où on court entre guillemets vite, et il y a un couloir où on court pour ceux qui ont moins de comment ça s'appelle, qui courent un peu moins vite au 1000. Voilà, on doit se décaler, ainsi de suite. Si elle est intérieure ou extérieure, ça va changer. Comme à Paris, par exemple, c'était assez compliqué d'aller à l'extérieur. On fait forcément un peu plus de distance et ainsi de suite. Donc ça, les temps, on peut se repérer, mais ce sera pas, on sera jamais à la seconde près d'un Hyrox à un autre. Il peut y avoir vraiment de différence. Mais par exemple, à Barcelone, l'année où on gagne en 54, pour se qualifier au championnat du monde, en fait, il faut savoir que c'est des places par course. Ah, ok, d'accord. Donc, en fonction de la densité. C'est pas un temps, quoi. C'est pas un temps. Okay. Alors, le temps va forcément induire. C'est-à-dire que si on court en binôme en 1h10, ce sera quasi impossible d'être dans ce qu'ils appellent les slots pour qualifier pour les championnats du monde. Généralement, c'est entre 1 et grand maximum, je pense, aujourd'hui, 4 places. En fonction des KT, ça se réduit parce que plus d'athlètes égale réduction forcément des places pour les championnats du monde. Là, à Paris, si je dis pas de bêtises, dans notre KT en double, c'était 3 slots, peut-être 4 maximum, mais en gros, ça se gagne en 55 et quelques, les deux Anglaises, ou 57, juste derrière nous, 57, et les derniers prix sont en 58 et quelques. Donc, il faut vraiment être en dessous de l'heure, déjà sûr. Vraiment être en dessous de l'heure. À Barcelone, quand on fait 54 par exemple, je crois qu'il y a 25 binômes en dessous de 58 minutes. Et là, faut. Ça dépend en gros du spot que tu vas chercher, c'est la loterie un peu. Tout le monde va au même. Ouais, c'est ça. Si tout le monde, s'il y a une grosse densité sur une course, par exemple, si jamais il y a des championnats d'Europe, par exemple, qui ont lieu et que la semaine d'après, on va sur la course d'après, souvent, il y en a beaucoup qui vont venir au championnat d'Europe et qui vont pas forcément faire la course la semaine d'après. Il y a plus de place. Il y a plus de place. C'est une question, c'est vraiment à la place, quoi. Donc, ça veut dire que s'il y a un Hyrox, on est un peu déçu. J'ai fait 1 minute de plus que d'habitude que mon record, mais que derrière on voit que tous les autres binômes ont aussi pris 1 minute ou 2, c'est peut-être que sur le parcours, les sleds étaient vraiment durs, ça accrochait. Du plat, le run. Toujours plat. Toujours, Ils n'ont jamais des parcours qui peuvent être un peu. C'est jamais en extérieur. C'est toujours en halle. Par contre, ce qui change aussi, c'est le nombre de tours. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'erreurs à Paris sur les premières vagues. Quoi qu'il arrive, c'est 1000 mètres, à plus ou moins quelques mètres près, parce qu'à l'intérieur, on le verra, mais à l'intérieur de la rock zone, c'est la zone inter-workout et run, parce qu'évidemment, il faut ressortir, faire son 1000, re-rentrer dans la zone. Il peut avoir, par exemple, pour faire 1000, la halle est moins grande, 3 tours à faire. Ou alors à Barcelone, en l'occurrence, c'était 2 tours, parce qu'on pouvait faire 500 mètres. Ça, c'est bien défini à l'avance, évidemment. Mais ça peut jouer sur des gabarits qui ont, par exemple, des grandes foulées, qui vont avoir des grandes lignes droites pour s'exprimer, moins de virages, des choses comme ça. Alors, c'est infime, mais à haut niveau, c'est ce qui se passe. On le voit championnat du monde. Moi, j'ai un de mes collègues qui était en Elite 15 cette année. Il a eu du mal à s'exprimer. On en a reparlé pour sa course parce que c'était des tout petites boucles, pour que le public aussi voit bien. Il faut toujours relancer. Et du coup, il fallait relancer, en fait. Et lui qui avait justement qui a un problème à la jambe et qui a tendance à avoir justement des foulées plutôt linéaires, c'était plus dur pour lui. Donc le temps en soi, c'est un peu. Mais du coup, ça veut dire que sur des courses, est-ce qu'il y a des courses un peu connues dans la saison où il y a moins de niveau, entre guillemets, même si c'est loin, je sais pas, ça peut être à l'étranger assez loin, tu vois. Mais du coup, pour aller chercher un spot, pour avoir vu un petit peu les résultats, ainsi de suite, on voit quand c'est le premier Hyrox dans le pays, il y a moins de densité. À part Paris, parce qu'il y a eu beaucoup d'athlètes, il y a eu énormément d'athlètes, c'était un succès, puisque je pense qu'aussi c'est beaucoup de crossfitters aussi, Mais par exemple, je vois à Rimini, pour donner un exemple, j'ai des connaissances qui gagnent à Rimini et ils gagnent, je crois, en 55 et quelques. Et derrière eux, il y a 4 minutes de différence pour les deuxièmes. Donc en fait, ils étaient un peu seuls au monde dans la course. Donc là, par exemple, on sait qu'il y a plus de possibilités de se qualifier. Donc après, il faut essayer de faire des courses. Ce qui est un bon moyen marketing pour essayer d'en faire pas mal et qui permet d'avancer aussi. Toi, tu penses, tu vois, on en parle souvent dans les vidéos avec Flo quand on a des gros objectifs de compète, qu'on veut aller vraiment cibler une préparation pour être optimisé à un moment. Comment tu gères ça avec l'Hyrox où tu as quand même une grosse dominante de run et le workout, entre guillemets, est pas. Tu vas être moins, vu que tu sais ce qui t'attend, tu vas être moins là à devoir développer ta force, tout ça. Tout à fait. Comment tu le vois ça? Alors, est-ce qu'il vaut mieux en taper, je sais pas, 4, 5 Ouais. Les deux?
Alors, sur une saison, sur une année, ouais. Sur une année, des athlètes, on va dire élites, peuvent en faire. C'est une course je trouve ça moins traumatisant entre guillemets pour le corps qu'une grosse compète de CrossFit où il y a énormément de WOD. C'est un sport d'endurance quand même parce qu'on est sur des efforts d'1 heure. Alors c'est clair que c'est brutal en termes d'épreuves, mais en termes physiologiques, on peut en faire quand même beaucoup dans l'année. Je pense que entre un athlète qui est vraiment bien conditionné, qui fait que ça, parce qu'attention, il y a beaucoup d'athlètes aussi un peu hybrides qui se mettent des défis, des gros Spartan Racers, des gros crossfitters, voilà, des gens, des gros trailers et qui ont d'autres échéances. Mais si on fait que de l'Aerox en soi, bon, pas toutes les semaines, mais on peut en faire un par mois. Après les prendre avec évidemment des pincettes, c'est-à-dire que si jamais on vise les championnats du monde, ça peut être des Aerox pour l'entraînement. Si jamais je vise des championnats du monde en binôme, je peux me faire des Aerox Pro par exemple pour être dans une grosse difficulté, mettre des charges plus lourdes et ainsi de suite en guise d'entraînement et mettre un dossard parce qu'on sait très bien que le niveau d'intensité il est toujours plus important en compète qu'un entraînement. Mais on peut en faire plusieurs dans l'année assez facilement. Plusieurs dans l'année assez facilement. Moi je sais qu'on en fait entre 4 et 6 dans l'année. En une moyenne de 5 dans l'année. Et puis après, si on vise d'autres, là par exemple, on sait qu'il y a la catégorie pro, double men pro, donc qui va être au championnat du monde. Ça va être avec les charges pro. Là, nous, on s'est qualifié en double men classique, comme l'année dernière, parce que ça n'existait pas. Et à partir de Barcelone, donc il y a 15 jours ou une semaine, ça y est, il y a des double men pro en compète. Donc il va falloir qu'on s'y mette parce que forcément, les charges sont plus lourdes. Là, peut-être la découpe de la course va être différente en fonction de ton teammate, en fonction du profil, et forcément impact plus c'est lourd, on le sait très bien, plus c'est impact. Ça fait un bon petit parallèle entre, tu vois là, on a, bien sûr, il y avait le phénomène un peu en France avec l'Aerox de Paris, et du coup, moi j'ai bien aimé, je vous mettrai le petit message de CrossFit Vigeant, qui avait dit que derrière chaque Aeroxer se cachait un crossfitter nul en haltéro. J'ai bien aimé ça. Moi, ça m'a fait rire parce que c'est toujours drôle les petits pics qu'il met. Mais c'est vrai qu'on se parallèle entre la course et la force en Aerox, il faut qu'il soit bien fait. Dans le sens où il faut que tu sois quand même léger et à l'aise en course parce que c'est là-dessus que ça se gagne. On en parlait un petit peu hier. Et alors que tu vas peut-être gratter, je sais pas, 15 secondes sur le sled ou 20 secondes sur un workout, je sais pas. Mais par contre, tu peux en perdre beaucoup sur le run. Et inversement, quelqu'un qui va courir très vite, s'il arrive sur le sled et qu'il peut pas le bouger, qu'il le bouge au ralenti, c'est vrai. Il va encore tu peux perdre vite. Donc il y a ce petit équilibre. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ça, toi, Flo, qui a fait aussi un petit peu avec Lucas les cours à Genasse pour préparer les athlètes? Est-ce que le CrossFit et l'Aerox c'est compatible? Là, je pense que la réponse est plutôt oui, mais qu'est-ce que tu vois, toi? Après, la base, elle reste quand même... si tu veux performer, je parle. Si tu veux performer, il faut courir correctement, et même courir très bien, je dirais. Parce que c'est quand même la base de ce sport-là. Après, je pense que c'est quand même plus simple de progresser rapidement sur les workouts. Juste en s'entraînant dans une salle de CrossFit ou en pratiquant les exos demandés, ça va, je pense, assez vite parce que c'est pas des exos difficiles techniquement. Donc c'est juste en pratiquant, en bougeant, en faisant des wall balls régulièrement, tu seras plus à l'aise en poussant un sled, etc. Alors que la course, il faudra quand même un peu plus de temps pour progresser et faire descendre ton temps au 1000 frais et sous fatigue, parce que mine de rien, pour moi, avoir testé un peu, quand tu pars sur un 1000 après avoir fait des fentes, les jambes un peu gorgées, c'est pas la même chose que frais. Donc il peut y avoir des grosses différences. Et en binôme, je pense que c'est encore autre chose parce qu'il faut bien se connaître avec son partenaire pour bien partager les workouts. Celui qui termine, il repart au run avec plus de fatigue que l'autre était en récup. Je pense qu'il y a des paramètres à prendre en compte, donc il y a un peu de stratégie aussi. Tout à fait. Donc moi, je trouve que c'est un truc cool qui permet aux gens de s'exprimer plus facilement que du CrossFit, je trouve. Pour performer en tout cas. Et moins traumatisant au final. Moins traumatisant. Parce que après, je pense le run, ça reste quand même. Moins traumatisant, ça dépend. Comme il disait, je pense des fois tu vas dans une compète, tu veux juste un peu t'amuser, t'as l'esprit un peu compétiteur. Quelqu'un qui veut faire un peu tout le week-end, tu te fais ouvrir. Alors surtout qu'en CrossFit, les compètes de entre guillemets de quartier ou de bas niveau, souvent c'est là où il y a le plus de workout dans le week-end. Ils font des trucs à 10 watts dans 2 jours à se tuer, tu vois, donc c'est limite plus dangereux, je suis d'accord. Alors que là, tu sais que tu vas faire du run, des exos entre guillemets simples. Tu les connais. Il y a moins de risques de se blesser. Tu les connais à l'avance, tu peux te préparer. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Est-ce que tu l'as fait? Ouais, à cela, en fait, à ce qu'il a dit, j'ajouterais quand même 2 choses sur l'apport du cross-training. En fait, je pense que ça t'apprend beaucoup à te pacer.
c'est hyper important pour l'Aerox en fait de te pacer. Tu apprends ça beaucoup quand tu te mets au cross-training à vraiment à essayer d'avoir une stratégie sur ton WOD et de découper en fait le nombre de reps qu'il y a à faire. Je pense que les coachs ils poussent pas mal ça et donc moi je trouve ça intéressant. C'est pas forcément ce qu'on pousse dans les autres sports, tu vois. Par exemple à la fin tu finis avec 100 wall ball shot. Bah du coup en fait au cross training on t'apprend ok si tu en as 100 à faire il faut que tu le découpes, il faut que tu arrives à cutter avant que ce soit dans la zone rouge, sinon après c'est fini. Et du coup tu apprends bien ça en fait, la stratégie et puis te pacer, et ça je trouve ça intéressant en fait comme apport. Parce que du coup je sais pas sur les wall ball shots tu dis ok j'en fais facile 20 et bah du coup tu vas couper à 10 quoi, parce que c'est le tout dernier atelier etc. Donc là c'est intéressant de ce côté là. Et sur l'esprit un peu compétition, l'avantage, qui peut aussi être un inconvénient, mais dans ce cas-là, l'avantage d'Aerox, c'est que c'est toujours la même chose. À un peu de choses près, donc d'une épreuve à l'autre, ou après, tu n'as pas forcément tous les exos dans le même ordre, etc. Mais grosso modo, c'est la même chose. Donc en fait, si tu fais, je sais pas, là, il va y avoir Bordeaux 27 avril, si tu fais Bordeaux cette année, tu refais l'année prochaine, c'est la même chose. Donc du coup, en fait, tu peux comparer ton propre niveau de fitness. C'est beaucoup plus dur en fait en cross-training de se comparer d'une compète à l'autre, d'un open à l'autre. On sait que ça change tout le temps. Donc là, l'avantage en fait, c'est que ça te permet de vraiment checker ton. Après, je pense que ça peut être un avantage sur les premières années. Après, à voir sur le long terme comment ça. Après, j'imagine qu'ils vont apporter des. Mais c'est magnifique ce que tu dis. C'est la transition avec la prochaine chose. Comment vous voyez la chose sur l'évolution? Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous avez peut-être déjà des infos qu'on n'a pas? C'est quoi le but? Peut-être un nombre de compétitions par an dans les différents continents? Peut-être une ligue? Parce que je me dis, tu vois, tu parlais un petit peu d'aller te qualifier pour les championnats du monde, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu comme tu peux avoir tu vois, au ski, où ils ont des manches de championnat du monde, ils marquent des points, et du coup, à la fin de l'année, tu as un classement qui permet d'avoir... là, c'est pas le globe de cristal, mais ce sera la chaussure de cristal. Déjà, je pense l'avantage qu'ils ont par rapport au CrossFit, ce qu'on voit au CrossFit, ce qu'ils galèrent à faire, c'est de le téléviser, que ça soit facile à regarder pour le grand public et comprendre ce qui se passe. Là, typiquement, c'est super simple, quoi. En gros, ça me fait penser un peu à du biathlon, tu vois. C'est un peu ça. Tu cours, tu fais biathlon, c'est du tir, là, tu fais du sled ou quoi, mais tu vois vite qui est devant, qui est deuxième, qui... Donc en fait c'est super. Moi je l'imagine en télévisé avec des hits de tant de personnes et tu vois le hit toi, qui est devant, qui est deuxième, et c'est facile à regarder quoi. C'est fait pour en réalité. C'est fait pour les spectateurs. Et ça je pense c'est un gros avantage qu'ils ont. Toi en tant que spectateur tu peux rentrer dans la zone avec les ateliers et en fait les barrières sont vraiment hyper proches de la zone de travail. Et donc du coup tu peux même aller entre chaque atelier. Tu as du passage en fait pour les spectateurs. Et donc en soi, tu peux suivre tes potes. Épreuve par épreuve. Ou tes proches, épreuve par épreuve. Et ça, c'est vraiment cool. Et après, quand tu as plusieurs tours de run, tu les revois passer. Donc c'est pas, c'est pas comme sur du triathlon parfois où ils partent, où c'est 4 tours de 10 bornes. Donc du coup, tu les vois plus pendant 45 minutes. Tu parles plus pour le public sur place. Pour le public sur place, ça a été fait pour. Carrément. Mais moi, je pense même plus loin sur le jour où ils vont vraiment être plus long terme à téléviser quelque chose ou quoi. Franchement, c'est facile à regarder, puis je pense que ça peut être vraiment fun à regarder, tu vois. Par rapport au CrossFit où en fait les gens, on sait jamais trop. Comme tu disais tout à l'heure, moi ma mère elle regarde le CrossFit, elle regarde parce que nous on y est, mais sinon elle comprend rien et elle a du mal à voir ce qui se passe, c'est dur, tu vois. Si t'es pas dans le truc, c'est tellement complexe. Alors que là c'est facile à comprendre. T'as beaucoup en fait d'ateliers ou de workout où c'est des distances. Donc burpee broad jump 80 mètres, et tu les vois avancer. Et tu vois, qui est pas là en train de compter, c'est pas 15 burpees for time. Tout à fait. Pour rebondir là-dessus, je suis entièrement d'accord. En fait, l'avantage qu'il y a, ça en termes entre guillemets télévisés, regard et ainsi de suite, c'est que aussi ce qui est assez attrayant, c'est que il y a des athlètes qui vont par exemple être énorme en course, un petit peu moins bon par exemple sur les sleds, mais excellent en wall ball. Donc en fait, le challenge entre les athlètes à gros niveau peut se faire sur un workout. On dit, lui il a pas breaké sur le sled, punaise, il a fait le sled unbroken, l'autre il a pris 15 secondes. Et en fait, ça se challenge, comme on disait sur les burpees, pareil, il a re-rythmé, il repasse devant, mais sur la course, l'autre repasse devant. En fait, il y a ce côté un petit peu course, comme on voit sur une course un peu tradie, quand on fait n'importe quoi, un 5 km, mais encore plus que ça, parce que sur un 5 bornes au JO, par exemple, sur piste, mis à part un craquage, ils sont jusqu'aux 100 derniers mètres, 200 derniers mètres ou 400 derniers mètres pour le 5 bornes, toujours sur la même place. Il y a un lièvre, et alors que là, il y a des réelles interactions en fonction des profils. On parlait des profils plutôt CrossFit, plutôt légers, plutôt...
on le voit, au championnat du monde, les profils sont complètement différents. Après, on a l'impression que c'est ce que disait Lucas, des petits gabarits, mais en fait, pas du tout. Quand on va en élite, quand on regarde les élites 90 15, kilos et... Hunter McIntyre, il suffit de taper sur Instagram, il doit faire 92 kilos. À mon avis, au moins 90. Par contre, c'est un excellent runner, c'est-à-dire qu'il a une morphologie d'être très grand. Il est lourd, mais on voit qu'il est lancé. C'est un excellent runner. Il a un moteur, c'est impressionnant. Mais il a une force aussi quand même incroyable, qui est un peu son rival, on va dire, Ryan Ken, qui était un ancien Spartan Racer aussi, qui a un profil complètement différent, beaucoup plus léger, même s'il reste pas un profil, il fait pas 60 kilos, mais voilà, il y a vraiment des profils complètement différents, mais il y a beaucoup de costauds. En catégorie pro, le sled est quand même à 200 kg à pousser 150 à tirer. Faire une diff. Est-ce que tu penses que comme en CrossFit, il va y avoir un morphotype qui va petit à petit qui va se mettre en place et en gros, moi, de ce que j'ai vu sur les années, sur le peu d'années qu'il y a eu, les athlètes sont très souvent, en tout cas en termes anatomiques, sont très souvent grands. Parce que forcément, comme dans beaucoup de choses, puis rameur, wall ball, comme on a dit, c'est des distances. S'il y a 15 cm de plus, alors ça n'empêche pas qu'il y a des petits profils comme Thiago Luza qui est quand même un petit profil et qui fait quand même, je ne sais plus quelle place il fait au monde, mais voilà, il en est élite 15 au monde l'année dernière. Si le moteur est plus haut, l'amplitude mécanique, c'est comme dans tout. Il y a des gens qui sont petits, qui back squattent pas à 200 kg. Il y a des gens qui font 1m90 et qui back squattent 200 kg. Non, mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est un peu comme en CrossFit. Avant, au début du CrossFit, il y avait Spiller, par exemple, qui était tout petit. Mon Calipa et mon Spiller, c'était l'opposé. Mais là, maintenant, ça existe pratiquement plus. Tu vois, il n'y a plus de Spiller. Spiller devait faire 72 kg, 75 peut-être. Mais parce là, maintenant, ça n'existera plus. Tu vois, aussi, après, peut-être je me trompe parce que moi, je suis un peu nouveau dans le CrossFit. Ça fait pas si longtemps. Je regardais un peu, je m'y intéressais. J'ai l'impression que les charges de plus en plus prédominent, vraiment tirent vers le haut, vers de l'haltérophilie de très, très bon niveau, très haut niveau. Et du coup, de toute façon, il y a au bout d'un moment où l'aspect physiologique, anatomique plutôt, exactement. Il va être, on est obligé d'être gros gabarit parce que, comme je dis souvent, courir un marathon, peu importe à quelle allure, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que, attention, je prends des pincettes, mais un athlète de CrossFit qui fait 100 kilos va pouvoir, avec sa condition physique, peut-être terminer un marathon en 4 heures, en 5 heures, en 6 heures. Par contre, passer sous une barre de snatch à 120 kilos, voilà, la population qui est capable de finir du coup la rep, juste finir la rep, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. Tandis que, donc, en fait, le profil force en CrossFit va forcément prédominer parce que c'est plus facile, comme on disait, quand tout à l'heure, tu disais le parallèle de progresser en run et progresser en workout. Forcément, travailler les workouts sera peut-être plus simple que d'avoir un gros niveau de run. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, travailler son endurance sera toujours plus facile avec un gros gabarit que d'être un gabarit de 60 kg et vouloir snatcher. On le voit sur le profil au niveau. Donc c'est ça. Mais je pense que ça va se dessiner vers des profils quand même d'endurance forcément, plutôt grand, mais quand même assez hybrides. On voit beaucoup de tendances hybrides d'athlètes qui soulèvent des grosses charges et qui courent très très bien. Et en fait, ça se dirige déjà vers ce profil-là. Pour prendre l'exemple de Hunter McIntyre, c'est un super athlète, et je lui enlève rien, mais c'est ni un excellent crossfitter, ni un excellent coureur en fait. S'il fait juste l'un des deux sports, en fait, il n'est pas... Il peut pas en vivre, ni de l'un ni de l'autre. Je pense. Et donc du coup, mais par contre, il trouve un peu sa niche au milieu. Je suis d'accord. Après, il avait le record du Murph. C'est quand même un peu des efforts qui sont similaires. Tu vois, c'est pas trop lourd, c'est beaucoup d'endurance. Et une résistance musculaire. C'est ça en fait. Résistance musculaire et sur les jambes, une capacité cardiaque qui est impressionnante parce que je l'ai vu faire un semi-marathon sur les Spartan Games là et il passe devant, il fait deuxième derrière Ryan Atkins qui est un gros Spartan Racer et du coup il est devant Vijay Jones qui a un profil complètement différent de lui qui doit faire 25 ou 30 kilos de moins que lui et sur un semi-marathon avec je sais plus combien il y avait, c'était en pied donc il devait y avoir 1000 de dénivelé au moins et donc pour ceux qui connaissent un peu ce type d'effort, les trailers généralement ils font moins de 65 kg, moins de 60 kg et là il fait un temps astronomique alors que donc en fait il est excellent sur cette capacité hybride en fait. Ok. C'est intéressant. Après pour le futur par rapport à ce que ça va changer, si tu prends en compte l'aspect spectateur, en fait ça va pas rajouter quelque chose au show de te mettre plus de charge. Oui. Oui, alors qu'au CrossFit, c'est ça un peu le truc. C'est ce qui va passer. Parce que là, en fait, franchement, si ton sled il fait 150, 200, 250, est-ce qu'en tant que spectateur, tu vois qu'il y a plus de plates, mais après. Oui, non, c'est sûr. En tout cas, on va dire l'épreuve phare sera toujours un peu la même.
Ouais. Après, j'imagine que pour se renouveler, ils vont peut-être sortir le truc hard de machin, mais avec des charges de fou furieux. Mais ils n'ont pas encore le besoin, c'est pas. Voilà, non, ça pas encore assez mainstream. Carrément. Toi, tu disais 2017, c'est lancé effectivement là pour donner 2-3 chiffres. En 2017, premier événement, il y avait 750 athlètes. Ouais. Après, ils ont continué. Il y a eu le Covid au milieu. Ouais, c'est vrai. L'année dernière, en 2022, il y en avait 85 000. Ouais, 2023, il y en aura, l'année pas finie, mais probablement 190 000. Et l'objectif l'année prochaine, c'est 350. Et ils arrivent. Ouais, ça fait du monde. Et en fait, ils arrivent en ouvrant plus de dates. Parce qu'ils ont typiquement sur un parc expo comme il y avait à Paris, ils ont généralement une capacité plus ou moins de 4000 personnes sur la journée. Donc ça veut dire que tu envoies de 8h à 21h, tu as des vagues qui partent. Ouais, toutes les 10 minutes, en Indive, c'est 44 personnes qui partent. Donc tu vois que c'est une machine en fait logistique. Et donc 4000 personnes, et là ils commencent à ouvrir, à prendre des halls plus grands et à même faire sur plusieurs jours. Mon collègue à Londres, il me disait que la première qu'ils ont fait à Londres, 750, deuxième 1500, et là la prochaine à Londres, c'est 15 000, et ils pensent être sold out. Ouais. Et là à Paris, ils étaient sold out aussi, en fait ça prend comme ça, et très honnêtement, donc ils n'ont pas fait, 800 000, 1 million de personnes, pour garder le même format. Oh bah oui, carrément. Après, est-ce qu'ils vont être un peu plus généreux sur ceux qui gagnent ou qui font podium? Parce qu'au final, toi, tu fais deuxième. Vous faites deuxième. Il y en a Cam et Manon qui gagnent leur KT en double fille. Ils gagnent rien, Zéro. Rien. Bah si, ils ont le droit de payer pour aller au championnat. Je trouve ça improbable. Un gros débat. Je trouve ça improbable. En tant qu'athlète et ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est parce que c'est nouveau et que voilà, ils attendent de pouvoir peut-être normaliser? Vu qu'il y a des nouvelles dates aussi, on en parlait, qui s'ouvrent. Est-ce qu'ils peuvent faire ça sur toutes les dates, sur toutes les nouvelles dates, mettre un standard de... C'est vrai que les seuls cash prize qu'il y avait, c'était au championnat du monde, si je dis pas de bêtises, et encore au championnat du monde que dans la catégorie pro, il me semble. C'est improbable. C'est même 6 athlètes en même Enfin, après, je sais pas, je fais le parallèle avec le CrossFit, ou même dans les compètes un peu du coin... il y a toujours des partenaires qui donnent un truc, sans parler de cash prize énorme, hein, sans dire. Mais je trouve ça improbable, toi. Ou même offrir la place au championnat du monde, par exemple, toi, au premier, au podium. Je me dis, ça peut être. Ouais, je pense on en avait discuté avec pas mal de gens, même de mes adhérents qui participent comme ça et qui s'étonnaient à chaque fois qu'on revenait justement avec le. Ouais, le podium, pour moi, ça me paraît tellement le podium, ça. Ou je sais pas, c'est un peu mythique quand même le truc. Ouais, ça en fait pas beaucoup dans la journée non plus. Tu te dis il y a que 3 places, même si tu récompenses que les 3 premiers par exemple. C'est sûr que ça c'est peut-être quelque chose qui après va évoluer évidemment aussi. Oui, forcément, j'espère. Mais je suis d'accord que moi il y a des adhérents qui me disaient, qui me voient justement me préparer toute l'année, qui me voient faire alors t'as fait 2, mais t'as gagné quoi? Si le drapeau, on affiche le drapeau, ça c'est une fierté. Hein. À Barcelone on avait une casquette quand on avait gagné. Ça c'était la casquette winner avec le au final, je trouve que c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir quand même d'avoir un truc un peu qui. Dans 10 ans, quand ça va vraiment exploser et qu'il y aura des cash prizes, tu diras mais moi de mon temps, il y a une casquette et un drapeau, c'est tout. Je le sais encore, on fait pas ça pour l'argent. Parce que les cash prizes passent quand même par les sponsors. Parce que du coup, pour te rentrer du cash en tant que Hyrox, tu vois, d'avoir des sponsors divers et variés. Il n'y a pas que Puma, mais il y a d'autres sponsors. Qui sont plus ou moins impliqués, qui sont plus ou moins impliqués. Et après, en 2, c'est la partie que tu disais, la partie télévisuelle, en fait. Que du coup, tu revends des droits. Et avec ces droits-là, en fait, tu peux redonner aux athlètes. Mais tant que t'as pas... Le sport est trop jeune, en fait, pour faire ça. C'est plus difficile, en fait, à monter d'un point de vue business. Et là, l'objectif aussi... donc le boss, Christian, il a quand même la tête sur les épaules. Il n'est pas nouveau dans le sport. Il a bossé pour le groupe Ironman, par exemple. Il a bossé pour la Gardère Sport en France, il n'est pas nouveau là-dessus. Et en fait, lui, il veut construire quelque chose de solide, où c'est rentable, en fait, dès le début. Et il augmente tout en gardant sa rentabilité. Et donc, en fait, il pourrait aussi faire le choix de dire, tant pis pour la rentabilité, je crame et je donne plus d'argent aux athlètes. Et donc, du coup, ça fait plus d'athlètes. Mais est-ce que ça, c'est viable sur le long terme ou pas? Donc après, c'est sa stratégie est choisie. Oui, évidemment. Après, c'est vrai. Très bien s'il veut construire. Voilà. Puis c'est évident. On parle beaucoup de la performance, mais juste, je vais rajouter 2-3 datas, en fait, que ça reste quand même accessible. En moyenne, ça se finit en 1h40. Quand on voit les perfs qu'il fait, 1h40. Le plus long à ce jour, c'est 3h40. Est-ce qu'il y a une limite? Non, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Non. 3h40 et à Paris, la toute dernière dame qui a terminé,
qui devait avoir 60 ans passés. Il y avait tous les volontaires, ils étaient tous là autour d'elle, de l'encourager, wall ball shot par wall ball shot. Là, c'était bien. Il y a une troisième catégorie dont on n'a pas parlé qui s'appelle relais. En fait, il y a 8 blocs et en gros, en relais, c'est par team de 4. Chacun fait 2 blocs. Tu te tapes dans la main, en fait. Tu vas faire ton run plus ton workout. Tu tapes dans la main de ton pote et puis il y va. 2 hommes, 2 femmes. Donc, du coup, ça reste quand même accessible. Parce que si tu bardes, c'est 15 minutes, 20 minutes de travail, quoi. Hein. Exactement. Si tu bardes. Après, tu peux aller plus vite, etc. Mais si tu n'as pas un niveau de ouf, tu arrives, tu fais 20, 25 minutes chacun, quoi, tu vois. Parce que, bon, je veux dire, tu cours un bord, tu fais 1000 mètres de rameur et puis tu dis, bah, ok, moi, je suis, je sais pas, le fort en ergo. Après, tu refais 1 kilomètre de run et tu fais du ski. Ça va vite. Oui, c'est vrai que ça, je n'ai pas parlé. Il y a des formats plus accessibles et pas forcément partir sur 1h30 ou 40 d'efforts. Et 98% des gens finissent. Les taux, en fait, sur les courses à pied ne sont pas aussi élevés. Donc 98% des gens finissent. Les 2% qui finissent pas, ce sont que des hommes en indiv. On appelle ça l'ego. Ça va pas assez vite. Je vais pas assez vite aujourd'hui, j'arrête. Moi, juste pour clore un peu tout ça, Flofit, il y a des petits bruits qui courent à la salle, que tu vas t'inscrire à celui de Bordeaux. J'ai plein de demandes. T'as plein de demandes. J'ai plein de demandes en team, mais là je suis en train de faire le tri sur les demandes. Tu fais quoi? C'est à celui qui mettra le plus d'argent? Exactement, j'ai vu qu'il payait pas, donc je vais prendre mon partenaire qui va rincer un peu. Bon, ça tombe en plein milieu de la saison de CrossFit quand même. Ouais, mais CrossFit, ouais, non, j'ai abandonné. Je suis dans les 2% qui abandonnent. Les gars, juste avant de terminer, j'aime bien quand on a des invités poser cette question-là. Si vous deviez passer une journée avec un athlète, un sportif, que ce soit actuel ou de l'ancien temps, un retraité, ce serait qui chez les hommes et chez les femmes? Bah moi pour rester dans le contexte, m'entraîner une journée avec McIntyre, ça serait quelque chose. C'était pas le premier à qui je pensais que j'aurais pensé il y a quelques années, mais c'est un fou de travail et moi je suis un peu comme ça. Et puis il a l'air un peu cinglé sur les bords, donc j'aime bien. Chez les hommes, je pense McIntyre. Et chez les femmes, je pense que ça serait Lauren Weeks. Lauren Weeks qui est aussi aujourd'hui maintenant record woman de l'Irox, mais qui était ancienne crossfiteuse du coup, qui a un volume et une mentalité qui m'impressionne, surtout chez les femmes. J'aimerais bien même la rencontrer les deux les rencontrer en tant qu'humain. Hunter McIntyre pour voir s'il est comme sur les réseaux ou si jamais il est différent dans la vraie vie. Et Lauren Weeks parce que même sur les réseaux, elle a l'air d'être vraiment une bonne personne. Okay. Je reste dans l'Irox. Je reste dans l'Irox. Mais j'avais d'autres idées, mais bon, faut en choisir. Donc, pour le moment, ça serait ça. À ton avis, Flofit, s'il avait dit qui chez les gars? Chez les gars? Je me rappelle même plus qui c'est que j'ai dit. Même moi, je sais même plus ce que j'ai dit. Il avait dit Zizou. Ah bah oui, Zizou. Et Floria Gay. Et Floria Gay. Ouais. Moi, je me suis entraîné avec Floria, donc je vais pas plus la choisir. D'accord, le mec est au-dessus, quoi. C'est ancienne athlète Puma quand elle était. C'est vrai. Ah ouais? Ok. Bon choix. Ouais. Et toi, du coup, Clem? Du coup, j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu. Chez les hommes, en fait, j'aurais dit pareil, Hunter McIntyre. Donc, il est dans la vraie vie, il est comme sur les réseaux. En fait, son côté taré, moi, me plaît bien. Ouais. Parce qu'il est pas complètement net. Je l'adore, il me super, mais il est un peu taré. Il a eu des gros problèmes en fait d'addiction. Il était en réhab plusieurs fois. Et maintenant, en fait, il vit une vie clean et il vit Irox. Et en fait, ce serait intéressant une journée de voir un peu comment cette personne vit, parce qu'en fait, il fait que ça. Il regarde que des vidéos, il étudie tout. Genre sur le sled, en fait, tu le vois, il fait 10 pas, il s'arrête. Il fait 10 pas, il s'arrête, alors qu'il a largement la capacité de le pousser jusqu'au bout. Mais en fait, il dit, bah ouais, moi j'ai étudié comme ça, j'ai fait... Du coup, il est assez geek, en fait, de ce côté-là. Je trouve ça intéressant. Et en femme, en fait, j'aurais bien dit Claudia. J'ai fait un WOD team une fois avec elle. Elle est vachement dans la bienveillance, donc j'aime bien. Après, c'est trop corporate de dire ça. Du coup, une athlète que je vois un peu moins, si chez Puma, elle s'appelle Fadou Aledem. C'est une coureuse, elle est championne de France sur le 10K. Elle est très sympa, elle passe 2 mois au Kenya là, pour s'entraîner. Et elle est très sympa, elle est très bonne coureuse, donc du coup, ce serait utile pour l'Irox, comme c'est le thème. De s'entraîner avec une coureuse qui court tellement plus vite que moi, quoi. T'es pas entraîné avec Lucas? Non, quand même. C'est bon, ça me rassure. Je pense que c'est une autre génération. Non, il est horrible. Il est immonde. Quelques années. Merci les gars, c'était un plaisir de vous recevoir dans le Free Process Show.
avec mon acolyte Flowfit. Pensez à vous abonner, à suivre la page. Je mets les réseaux sociaux de tout le monde dans la bio. Et je vous dis à la prochaine. On se fait un petit bail synchro, vous êtes prêts? Allez. Attends, moi je vais rajouter quelque chose quand même. Si l'épisode vous a plu, partagez-le à 3 personnes via WhatsApp. Les 3 premières personnes qui vous viennent à l'esprit, vous le partagez via WhatsApp. Ok. On va le faire le bail. Magnifique. Allez-y, Marc. Du coup, les gars, 1, 2, 3, bye.